Bonjour à tous, je suis Joël Provenchère, responsable des offres de formation pour la Gazette des communes. Je vous remercie du coup d'être présent à ce webinaire que nous avons organisé très rapidement pour du coup donner un certain nombre d'informations à la communauté, on va dire des collectivités dans son ensemble, pour pouvoir vous aider pour trouver des solutions dans votre fonctionnement ces temps-ci, qui est bien évidemment largement bousculé. Donc, ce sera maître Éric Landau, donc, qui est présent, qui donc fera l'intervention. Dans un premier temps, je vais déjà vous indiquer quelles sont les modalités de fonctionnement de ce webinaire. Et puis ensuite, je ferai une très courte présentation d'un nouveau dispositif, mais très rapidement, puisqu'on a plein de choses à dire et Maître Landau a prévu pas mal de points. Donc, ça va être assez riche. Voilà. Alors, juste, sachez que du coup, dans ce webinaire, simplement, Maître Landau et moi-même pouvons accéder au son. Donc, c'est normal, entre guillemets, que vous n'ayez pas accédé au son parce que vous êtes très nombreux inscrits sur ce webinaire. En revanche, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, il y a dans un petit panneau de configuration que vous avez dû voir apparaître en même temps que vous êtes connecté, vous avez la possibilité en fait de poser des questions. D'accord? Donc, par rapport à ça, si jamais vous avez des questions à poser, notez-les. En revanche, ce qu'on a convenu avec Maître Landau, c'est de traiter les questions à la fin du webinaire pour permettre, du coup, pour éviter que ce soit trop haché et qu'on puisse, du coup, dérouler l'intégralité de ce qui est prévu. Hein. Et il est possible en plus que vous ayez des questions, pas des réponses plutôt à vos questions qui vont apparaître en cours de route. Voilà. Donc, on s'efforcera de traiter au maximum les différents points. Et si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on verra avec Maître Landau ce qu'on peut faire pour répondre au maximum aux attentes des uns et des autres. Là, je vois que déjà certains ont déjà commencé à poster des questions. Voilà. Alors, quelqu'un me dit c'est inaudible. Ah, alors ça, c'est un problème technique. Alors là, je ne peux pas vraiment répondre à ça pour le moment. Une remarque, c'est bon, moi j'entends bien. Ouais, voilà. Donc après, alors juste pour les éléments techniques sur est-ce que vous entendez bien ou pas, etc. Ce qui peut être bien en fonction de vos équipements, c'est éventuellement de vous équiper soit d'un casque comme celui-ci, soit de vos écouteurs de smartphone. Ça, c'est également utile pour avoir un meilleur confort. Voilà. Pensez bien évidemment à ouvrir, on va dire, la partie son de votre ordinateur. Pour le reste, j'ai envie de dire, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous aviez des difficultés pour, on va dire, pour pouvoir écouter proprement l'intégralité du webinaire, il est enregistré. Donc, ça veut dire que derrière, pour toutes les personnes qui éventuellement n'auraient pas eu un confort très bon dans les médias, pour des raisons qui sont parfois toutes bêtes de débit à votre propre niveau, dans ce cas-là, vous pourrez le réécouter en replay dans des meilleures conditions. Voilà. Donc, j'espère vous avoir donné un maximum d'informations, on va dire, au niveau technique. Je vais commencer simplement par vous présenter rapidement un dispositif en fait, qu'on est en train de finaliser au niveau de la Gazette des communes qui concerne la formation des élus. Voilà. Alors, hop. Alors, je vais. Voilà. Je vais partager mon écran. Voilà. Alors, Élu Academy, je vous présente rapidement. Je vous promets, je ne vais pas être long. Il s'agit de quoi? En fait, on est en train de finaliser une plateforme de formation 100% digitale à l'intention de l'ensemble des élus locaux. D'accord? Ça fait forcément écho dans cette situation où on a du mal à se déplacer et où, bien évidemment, nous sommes tous confinés. L'idée générale, en fait, c'est de pouvoir se former quand on veut, où on veut, comme on veut. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous former soit depuis votre ordinateur, soit depuis votre smartphone, en accédant à un certain nombre de ressources pédagogiques. Et d'ailleurs, Maître Éric Landau a participé à ce dispositif sur un certain nombre de sujets. Hein. Donc, donc, cette formation, bien sûr, est agréée pour les élus, puisque nous sommes nous-mêmes organismes de formation pour les élus. Le lancement, c'est dans les jours prochains.
Donc, surveillez nos communications parce que vous aurez accès à ça. Et ça permettra notamment aux élus qui sont déjà élus et puis aux futurs élus de pouvoir se former sur un certain nombre de sujets fondamentaux qui sont ici. Donc, là, je vous ai indiqué rapidement les fondamentaux et les spécialités. Donc, les fondamentaux, c'est, on va dire, on a estimé tout ce qu'il fallait vraiment savoir quand on était élu ou nouvel élu, ou en tout cas, pas forcément encore très au point sur le fonctionnement d'une collectivité. Voilà, il y a différents sujets sur le statut d'élu, les compétences des collectivités, la gouvernance, le pilotage, etc. Et puis, quelques éléments sur les spécialités, donc les domaines de délégation des collectivités. Là, on est plus sur l'action sociale, l'éducation, l'urbanisme, etc. Ce n'est pas encore totalement exhaustif, mais ça permet déjà de fournir un nombre de ressources vraiment importantes pour un équivalent de 13 heures de formation. Donc, ça permet vraiment déjà de remplir un certain nombre d'objectifs en termes de compétences. Voilà, donc là, vous voyez quelques exemples de qu'est-ce que ça peut donner. Donc, on voit Maître Eric Landau magnifiquement en bas à gauche du slide. Donc, essentiellement, vous aurez quoi? Vous aurez des vidéos, des fiches mémo, des quiz également, pour pouvoir savoir du coup si vous avez bien compris ou si les élus ont compris ce qu'ils devaient savoir. Et puis aussi des webinaires tous les mois sur des sujets un peu particuliers, qui sont plutôt des sujets importants, chauds, ou comment démarrer son mandat, ou des sujets d'actualité sur des nouveaux textes, etc. Voilà, donc en résumé, cinq bonnes raisons, effectivement, c'est quoi? C'est le fait qu'on réponde à une obligation de formation, le fait que ça permet notamment de répondre à des contraintes d'agenda, et donc les gens peuvent se former quand ils veulent, où ils veulent, même dans les transports, etc. Avec des formateurs experts que nous avons choisis au niveau de la Gazette. Et puis, il n'y a pas de limitation, c'est-à-dire que les gens peuvent accéder finalement à toutes les ressources s'ils en ont envie. Voilà. J'en ai fini pour cette formation, pour ce point d'information, et je vais laisser la main à Maître Landau. Je vous laisse la main, Maître Landau. Alors, hop. Très bien, écoutez, bonjour à tous. Voilà. Quelques. Je viens de vous laisser la main. Écoutez, bonjour à tous. Je viens de voir passer une info comme quoi on aurait deux ordonnances sur la fonction publique. Vous voyez, donc on est en actualité. Alors, passons tout de suite à cette conférence à distance. Donc, moi aussi, je vais afficher l'écran, s'il veut bien. Non, c'est marrant, ça ne marche pas là. Attendez, hop. Ah, excusez-moi, le panneau de configuration était tout petit. Apparaissant tout petit. Donc, Alors, on voit tout votre bureau, Maître Landau. c'est pas conforme aux règles professionnelles, ça. Non. Alors, tant qu'on ne voit pas votre boîte de réception, ça va. Peut-être stopper le partage de votre écran le temps que vous puissiez le… Voilà, là, ça a l'air d'être bon. Voilà, non? super. Super. Bien. Alors, on y va, on attaque. Donc, on a passé les premiers slides, donc allez-y. On va jusqu'au slide 5, donc, je crois. Alors, donc, qu'allons-nous voir ensemble en essayant de respecter à peu près le timing? Donc, on a le fait que, évidemment, on a un calendrier qui est totalement chamboulé et que se pose la question de savoir comment on va gérer les installations, les anciens élus, les nouveaux élus, qui gèrent la commune, qui gèrent les intercommunalités. Grand 1. Ensuite, c'est très gentil, mais du coup, ça impose de changer notre organisation en matière de comptabilité publique, de budget, de marché public. Ça sera le point 2. Très bien, mais que fait-on pendant cet état d'urgence sanitaire? Point 3. Quid du report du second tour, quid de l'établissement qui sont fermés et ceux qu'on doit tenir ouverts, pas ouverts, avec les questions sur les marchés et autres. Est-ce que moi je peux justement renforcer ces mesures, notamment en matière de couvre-feu, les problèmes d'accueil des personnels, des enfants des personnels de santé ou assimilés, les indemnisations à la fin, et quid du plan communal de sauvegarde et autres éléments d'intervention d'urgence, plan de continuation de l'activité.
Alors, tout d'abord, ce qu'on a su petit à petit, mais surtout avec la loi Covid-19, c'est qu'on a bien un maintien du premier tour des élections municipales, vous le savez tous. On a un report du second tour. Alors, le 27 mai, au plus tard, un décret en Conseil des ministres doit fixer la date du second tour et la date d'installation de ceux des élus pour lesquels il y a eu un renouvellement général des conseils municipaux obtenu dès le premier tour. OK. Mais si à cette date-là, avec quelques jours avant, le 23, un avis du comité scientifique, on découvre que l'on n'a pas les conditions pour organiser une nouvelle fois ce second tour, eh bien, on va dans ces cas-là avoir un report plus tardif encore, mais avec l'obligation de recommencer le premier tour pour celles des communes où le premier tour n'a pas été définitivement conclusif. Pourquoi ce délai de 3 mois pour dire que l'on garde ou qu'on ne garde pas le premier tour? Eh bien, écoutez, ça résulte d'une petite phrase qui a été glissée dans l'ordonnance du Conseil d'État, dans l'avis du Conseil d'État de mars sur le projet de loi Covid-19 du 18 mars. Donc, a priori, on aura des conseillers élus au premier tour en mars, d'autres au deuxième tour, a priori en juin. Mais tout ce petit monde va avoir la fin du mandat en mars 2026, ça ne change pas. On a donc des conseillers qui ont déjà été élus, mais qui ne prendront, pour celles des communes où le premier tour a suffi à désigner la majorité une liste, par exemple, ou l'ensemble du conseil pour les moins de 1000 habitants. À quelle date vont-ils se réunir? Eh bien, ils vont se réunir à une date qui sera fixée par décret, donc plus tard le 27 mai, on l'a dit. Ça sera en juin 2020, dès que la situation sanitaire le permet. C'est-à-dire, imaginons que la situation sanitaire le permette très vite. Tout le monde dit, ah bah, ils vont se réunir en juin. Non, imaginez que la situation sanitaire soit moins catastrophique que prévu. On pourrait avoir une réunion en mai, par exemple, si le décret le prévoit. La première réunion du conseil municipal se tiendra de plein droit entre 5 jours et 10 jours après cette entrée en fonction fixée par décret. Donc, ça ne sera pas une date précise de réunion, ce sera une date d'entrée en fonction à partir de laquelle les conseils devront être convoqués et se réunir entre 5 et 10 jours. Sauf qu'on peut avoir des situations complexes. Prenez le cas des moins de 1000 habitants. Je peux avoir des gens qui ont été élus au premier tour à titre définitif et d'autres pour lesquels il faudra un second tour, pour lequel il y aura un panachage et on attendra les élections du second tour pour que ce conseil soit au complet. Que fait-on du coup en attendant? Eh bien, vous le savez, vous avez gardé vos élus municipaux et intercommunaux jusqu'à cette installation des élus élus au premier tour ou jusqu'au second tour et au lendemain du second tour dans certains cas. Et ce qui est important, c'est que il y a des règles un peu différentes selon qu'on est en commune ou en intercommunalité sur les dates de fin de mandat. De par la loi, on a bien rebooté tout ça. On a bien l'ensemble des élus, y compris conseillers municipaux, qui demeurent bien ou ont été remis en fonction jusqu'à ces dates d'installation des élus élus au premier tour ou d'installation des élus après le second tour installé qui aura lieu normalement donc a priori en juin. Donc ce ne sont pas seulement les maires et les adjoints qui demeurent en fonction, ce qui a d'ailleurs des conséquences pour les indemnités de fonction. Indemnités de fonction justement. Pour les votes à venir, on a un report de la date de 3 mois d'adoption des délibérations indemnitaires. Donc, on ne sera pas obligé de le faire dès l'installation parce qu'on sait très bien qu'on risque d'avoir une installation peut-être fin juin avec des difficultés à avoir des secondes séances. Et tel que les débats parlementaires ont eu lieu, pour le peu qu'on a pu voir, on devrait avoir la possibilité de voter les indemnités de fonction du futur mandat, celui qui donc commence en 2020, postérieurement avec un effet rétroactif. Pour ce qui est des indemnités de fonction actuelles, je vous ai mis là, vous pourrez en replay revoir ce texte. Alors, il est sur mon blog, il commence à être un peu partout, mais il n'est pas encore totalement. Hier, en tout cas, il n'était pas sur le site de la DGCL, du ministère de la Cohésion des Territoires. Vous avez ici le point sur le fait qu'il y a bien un maintien des indemnités de fonction pour les élus en place. Ensuite, point important, les délégations, nous dit la loi Covid-19, sont maintenues. Les délégations, mais lesquelles?
Eh bien, ce qui est certain, c'est que ça inclut les délégations L21, 22, 22 du conseil municipal vers les maires et les délégations L52, 11, 10 du CJCT, du conseil communautaire, comité syndical, conseil métropolitain vers les exécutifs, parce que ça, c'est clair quand on regarde un alinéa un tout petit peu après dans la loi. Est-ce que ça inclut les délégations du maire aux adjoints? D'abord, on peut en reprendre de nouvelles, mais tel que c'est rédigé, je pense que oui. Donc les maires récupèrent, gardent leurs compétences. On va voir tout à l'heure qu'ils en récupèrent même. Donc les maires en poste avant le premier tour, on est d'accord, hein. Avec par contre l'obligation dans les communes où il y a des élus qui ont déjà été élus dès le premier tour, de leur donner copie pour information des décisions prises par délégation. Bien, il faudra penser à le faire. Selon quelle modalité? A priori, un envoi électronique semble adapté quand on a pu recueillir les adresses, puisque c'est le mode normal d'envoi des convocations. Donc, on peut supposer que c'est également ce qui s'applique pour ces éléments-là, surtout avec les fonctionnements actuels de la Poste. Pour les EPCI, c'est plus compliqué. Ça commence de la même manière. On garde les mêmes et les élus qui étaient en poste avant le premier tour demeurent en poste. Ça, c'est facile. Et puis, après, commencent des sous-hypothèses. Première sous-hypothèse, qui n'est pas la plus fréquente, je peux très bien avoir un EPCI à fiscalité propre, mais où toutes les communes ont été élues dès le premier tour. Eh bien, si c'est le cas, le fameux décret, le même que tout à l'heure, celui qui va indiquer à quel moment les gens se réunissent dans les communes concernées par cette même hypothèse, eh bien, les intercos vont se réunir à ce moment-là, au plus tard 3 semaines après la date qui sera fixée pour l'installation des conseils municipaux. Vous aurez noté qu'on a donc réduit le délai de 4 semaines à 3 semaines. Sauf que je peux avoir, c'est fréquent, des EPCI dans lesquels il y a au moins une commune qui n'a pas été renouvelée au premier tour. Et là, que se passe-t-il? Et là, première préconisation, on prend son cachet d'aspirine, parce que c'est l'horreur. On commence par des choses simples, hein. Jusqu'au second tour, je maintiens les équipes existantes, qui ont eu du coup une assez longue prolongation de leur mandat. OK, avec le maintien des délégations de l'article 51-11-10, très bien. Maintien probablement des délégations du président vers CVP, très bien. Et maintien des unités de fonction, on l'a vu. Et après, juste pour 3 malheureuses semaines, le législateur, ça ne plaisait pas au Sénat, ça ne plaisait pas à l'AMF, mais l'Assemblée nationale et le gouvernement ont insisté pour qu'on ait une phase intermédiaire. Pendant cette phase intermédiaire, je peux avoir le conseil municipal qui va désigner, qui va devoir gérer le fait que les élus qui sont encore en poste, en attendant l'installation de leurs successeurs, peuvent se retrouver diminués en nombre, panachés avec des nouveaux, enfin un système super compliqué qui s'applique aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, dont on se demande s'il ne pourrait pas s'appliquer avant, par anticipation. C'est un point qui est débattu, c'est une horreur ce truc. Et ensuite, au plus tard, le 3e vendredi qui suit le second tour, attention, on risque d'être sur de juillet. Espérons que ça sera début juillet et pas fin juillet. Installation des nouveaux organes délibérants intercommunaux, et ceci étant pour les EPCF, ce qui était propre, et les élections publiques territoriaux. Après, il faudra organiser les élections dans les syndicats mixtes. On va glisser vers du septembre, soyons clairs. Alors, on va me dire, mais comment on fait du coup pour tous les satellites pour lesquels il faudra faire une désignation après coup? Eh bien, pour les élections publiques locaux, les entreprises publiques locales, que sont les SEM, SPLA, CEMOP, SPL, pour les CCAS, CIAS, Office public de l'habitat, on maintient les gens en place jusqu'aux élections, donc jusqu'à l'installation des successeurs. Donc, jusqu'à l'installation des gens déjà le premier tour ou jusqu'à l'installation au poste de second tour. Tel que c'est rédigé, on a les représentants dans les syndicats, on a les représentants dans les syndicats mixtes fermés. Bon, on pourrait avoir un débat sur les syndicats mixtes ouverts qui ont été oubliés par le législateur. Probablement pas pour les représentants des communes au sein de la commune vers le syndicat mixte ouvert, mais du syndicat mixte ouvert vers les autres structures, par exemple une régie personnalisée ou autre. Là, on a un problème parce que le texte est muet.
Sauf que quand on regarde les débats parlementaires et en l'absence des textes, on a probablement les mêmes règles, parce qu'on ne va pas appliquer aux syndicats mixtes ouverts des désignations de délégués qui n'ont pas été élus dans les structures qui doivent les désigner. Donc, a priori, on appliquera la même règle sur les syndicats mixtes ouverts. Mais c'est un point qui pourrait être débattu. Alors, vous allez me dire, mais attends, c'est très bien tout ce délai, mais on fait comment? Parce que là, on se retrouve avec un délai qui devient compliqué à gérer. On a quand même les échéances budgétaires, les marchés publics. Alors, évidemment, il y a ceux qui ont voté leur budget primitif avant mars 2020, et ceux-là, ils ont une vie tranquille puisqu'ils vont appliquer leur budget. Tout va bien. Mais on peut avoir aussi les collectivités, assez nombreuses, qui ont voulu absolument adopter leur BP après les élections de mars 2020 pour telle ou telle bonne ou mauvaise raison. Alors, pour celle-ci, il y a un délai de grâce, il y a un report au 31 juillet qui est prévu par la loi Covid-19 pour ceux qui n'avaient donc pas adopté leur BP 2020 avant le premier tour. Youpi. Est-ce que cette échéance du 31 juillet se applique aussi pour l'adoption du compte administratif et l'approbation du compte de gestion? Réponse, oui, sous réserve des spécificités propres à l'Alsace-Moselle, où il n'y a pas de compte administratif. Pour les communes, en tout cas, pas pour les intercos. Sauf que, on fait comment en attendant? Eh bien, on va prendre les 7/12e du budget 2019, toujours pour ceux qui n'ont pas adopté de BP 2020. Et hop là, on répercute la même chose. Mais ça ne suffisait pas pour avoir toutes les souplesses nécessaires. Alors, parmi les 25 ordonnances du journal officiel, 25, il y en a d'autres à venir, du journal officiel du 26 mars, on a l'ordonnance 2020-330 du 25 mars, qui nous donne un calendrier plus précis et que je vais dérouler devant vous. Surtout que quand on lit l'ordonnance, on passe un tout petit peu de temps à retrouver ces petits. Même si, encore une fois, les services de l'État ont fait un boulot remarquable de rédaction de textes en peu de temps et des textes plutôt opérationnels au regard des conditions dans lesquelles ils ont été rédigés. 1er juillet, transmission du compte de gestion au lieu du 1er juin donc. 3 juillet, vote des taux. Attention, ça veut dire qu'on aura un vote des taux avec une date différente de celle de l'adoption du BP. Bon, transmission aux services fiscaux de la part incitative pour la TOM, le cas échéant. 31 juillet, on l'a dit, BP et adoption du compte administratif. 1er septembre, institution de la ROM pour l'année N+1 et les DMTO. Et puis ensuite, quelques autres échéances classiques, 1er octobre 2020. Et le délai maximum de 2 mois entre le DOB et le vote du budget est supprimé. Alors, est-ce que je peux faire mon DOB le matin même? Je continuerai à être prudent, je ne cache pas, mais je pourrais faire un délai de 3 jours, par exemple. Bon. Surtout que je vous rappelle que même en ces temps de Covid, on peut avoir des convocations, des séances qui vont se tenir à distance ou en visio. Attendons de voir ce qu'il y a dans le décret pour voir si ça nous facilite ou pas la tâche. À côté de ça, il y a toute une série de mesures d'assouplissement que je vous ai qui sont mises là, mais que je veux aborder rapidement avec vous pour respecter le timing de cet après-midi. Sinon, on se retrouve dans 2 jours, nous n'aurons pas fini. Donc, je les passe rapidement et vous pourrez regarder en replay plus calmement certains de ces passages. Donc, souplesse pour les liquidations et mandatements des dépenses d'investissement avec des virements de chapitre à chapitre pour lesquels normalement il faut repasser devant le Conseil, que l'on peut faire jusqu'à la limite de 15%, donc c'est pas rien. Des virements entre chapitres, on l'a évoqué, des plafonds de dépenses prévisionnelles de chaque section portés à 15%. On a des délégations, vous savez que les délégations à l'exécutif, 21-22-22, 52-11-10, mais surtout pour le 21-22-22, on a la suppression, c'est le petit 3 de mémoire, des autorisations de faire des emprunts ou de recours des lignes de trésorerie qui s'arrêtent au premier tour. Hop, c'est rétabli. Alors vous allez me dire, dis donc, on a beaucoup de souplesse en budget. En est-il de même en matière de marché public? C'est presque encore plus. Déjà, avant d'avoir l'ordonnance du 25 mars, tout le monde a travaillé sur les prolongations des délais de remise des plis, la suppression ou les ajustements de DCE pour les visites, un travail sur tout ce qui était négociation, dialogue nécessitant de se voir et qu'on a transformé par de la visioconférence ou autre, beaucoup de déclarations sans suite en utilisant le régime actuel pour essayer d'éviter qu'il y ait une troisième mi-temps indemnitaire. Et puis j'attire votre attention là-dessus, beaucoup de cas où on peut faire des réquisitions d'entreprises
des réquisitions de biens s'il y a un besoin urgent pour des raisons liées à des questions sanitaires. Simplement, il faut passer par les maires, car nous utilisons là leur pouvoir de police générale. Donc il faut faire ce qui est bien connu des agglos ou des métropoles qui ont des zones, des territoires inondables. Je pense à Alès par exemple. Bon, bah, ça fait bien longtemps à Alès que quand il y a des difficultés, on demande au maire de prendre un arrêté de police et on confirme à la commune qu'on remboursera le montant de ce qui sera demandé par les entreprises réquisitionnées sur la base, comme toujours en réquisition, des dépenses utiles, de l'enrichissement fait en cause et non pas des bordereaux de prix, pour que ça soit pas la commune qui soit de sa poche. Une fois que tout ceci a été fait, et vous avez été nombreux à vous atteler à ces tâches assez titanesques parfois, eh bien, on découvre des souplesses plus grandes encore qui étaient bien attendues avec l'ordonnance du 25 mars. On notera qu'il avait été envisagé de faire des systèmes de réquisition et ça n'a pas été retenu dans la version finale de l'ordonnance. Donc, première modification de l'ordonnance, vous pouvez par acte unilatéral, vous, collectivité publique, modifier les délais de réception des candidatures et des offres. Il ne s'agit pas de les raccourcir, bien sûr, mais de les prolonger. Deuxième chose, on est donc bien sur, non pas la délai de validité des offres, mais enfin, il en résulte que vous allez pouvoir reporter les délais de réception des candidatures et des offres et que l'entreprise donc devra en tenir compte de manière unilatérale. Il faut un délai suffisant néanmoins pour que les candidats puissent déposer leur offre dans des conditions optimales. Attention. Les modalités de remise en concurrence, même si votre DCE est déjà parti, peuvent être aménagées du moment que vous respectez le principe d'égalité de traitement des candidats. Là aussi, acte unilatéral. Ce n'est pas révolutionnaire, hein, mais on va voir, il y a des choses un peu plus révolutionnaires ensuite. Plus révolutionnaire en effet, les contrats qui arrivent à terme peuvent être prolongés par avenant, d'accord, sans donc être considérés comme étant détachables pour leur sort. Alors évidemment, si vous mettez des prestations qui n'étaient pas dans la mise en concurrence initiale, ça va être détachable de la mise en concurrence initiale. Là, on est bien sur une prolongation pure et simple. Mais le plafond de durée pour ce prolongement donc est de 4 ans, voire 7 ans pour certains marchés de défense ou de sécurité. Alors évidemment, il ne s'agit pas de mettre « Ah super, je vais tout prolonger de 4 ans ». Il faut que ça soit d'une durée nécessaire à la gestion de la crise. Donc, dans la loi actuelle, c'est 2 mois. L'état d'urgence futur sanitaire sera de 1 mois par défaut, renouvellement par la loi. Et l'état d'urgence de cette période-ci, Covid-19, est fixé par la loi pour l'instant à 2 mois. Donc, bon, voilà. Mais vous pouvez y ajouter le temps de la relance d'un marché ou de la concession d'espèces correspondante. Donc, ça veut dire que là, vous avez une souplesse remarquable, mais il ne faut pas en profiter pour glisser dans les avenants autre chose, évidemment. Le taux des avances pour soulager la trésorerie des entreprises qui en ont bien besoin peut être porté à un montant supérieur à 60% du marché ou du bon de commande. Donc là, vous voyez qu'on sort là aussi des clous de ce à quoi nous sommes accoutumés. Et en cas de difficulté d'exécution, le titulaire doit faire une demande et au besoin, il peut y avoir une prolongation du contrat pour la durée de la crise sanitaire. Donc, vous voyez que pour les chantiers qui s'interrompent ou autres, évidemment, il peut y avoir des choses intéressantes. Par ailleurs, évidemment, ça veut dire que vous ne pouvez pas, de votre côté, infliger des sanctions, des pénalités si celles-ci sont dues à la crise sanitaire, mais là, en réalité, on aurait retrouvé ce qui s'appliquait déjà en droit. Mais plus important, vous pouvez, et ça c'est un point très important, notamment pour les entreprises qui craignent de ne pas pouvoir exécuter un marché, pour celles pour lesquelles il y a un droit de retrait des salariés, vous pouvez conclure un marché de substitution avec un tiers si la prestation ne peut souffrir aucun retard. Et ça ne peut pas être dans ces cas-là au frais risque du titulaire du marché initial, donc vous risquez d'être de votre poche. Il y aura des indemnisations des titulaires pour des dépenses déjà engagées, mais là sur les bases en fait de droits habituels d'indemnisation sur les dépenses utiles, et un relevement de délai de prestation. Alors vous allez me dire, mais tout ceci conduira nos amis comptables publics à être très inquiets, car c'est là finalement qu'on risque d'avoir un blocage. Et bien la réponse, il y a droit à des concessions. Et non, car les comptables, ils ont aussi leur ordonnance du 25 mars, sauf que son petit numéro est cette fois-ci la 2020-326.
Et là, on a de nouveau quelque chose d'assez ébouriffant au regard des canons de la beauté juridique en droit financier, puisque les comptables publics, lorsqu'ils vont mettre en œuvre toutes ces mesures, notamment budgétaires, marché public, toutes les mesures nécessaires par la crise, les réquisitions, les indemnisations des personnes réquisitionnées ou des entreprises ou des biens réquisitionnés, enfin tout ça, eh bien, risque de commettre un manquement à la réglementation, c'est-à-dire en fait ne pas faire le contrôle financier qui est le leur. Eh bien, si ils ont fait une erreur dans le contrôle financier sur tous les actes qui ont été nécessaires par la crise, leur responsabilité est dégagée. Elle n'est pas engagée, elle est dégagée. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont une période pendant laquelle ils peuvent faire n'importe quoi en ne risquant rien. Je vous rappelle, vous le savez mieux que moi, qu'ils sont responsables pécuniairement sur leurs deniers personnels des erreurs qu'ils commettent, sous réserve des remises gracieuses qui leur sont données par l'État et du fait qu'ils sont assurés. Mais il y a des franchises importantes. Mais sur tous ces domaines-là, s'ils ne vérifient pas, je sais pas, les crédits disponibles, par exemple, s'ils ne vérifient pas si on laisse passer des choses qui sont un avenant qui n'a rien à voir avec le sujet, évidemment qu'on sera dans les mêmes situations qu'antérieurement. Mais les manquements en rapport avec l'épidémie et ce nouveau droit, ils sont tranquilles, ils sont protégés. Je pense que ça va quand même débloquer beaucoup de choses. Alors, vous le voyez, on est donc en état d'urgence sanitaire juridiquement pour le droit applicable. On l'est comment aussi pour le reste? Il y a plein de choses. Le décret donc du 26 mars qui était au journal officiel de ce matin, par exemple, prévoit que le préfet peut réquisitionner tout bien, toute personne, tout établissement de santé, public ou privé, tout établissement social et médico-social pour les besoins sanitaires. Voilà, pour les besoins de ces établissements, socio-médico-sociaux ou établissements de santé. Donc, on est sur des pouvoirs d'acquisition extrêmement larges. Nous savons tous, parce que nous vivons, qu'il y a des règles particulières de confinement et de fermeture au public d'établissements recevant du public. Eh bien, nous avons à ce titre la possibilité pour le préfet de durcir ce qu'il en est. Outre-mer, la possibilité d'imposer des quarantaines pour les personnes qui bénéficient de dérogations pour les transports aériens, etc. Et tout ceci se matérialise par des pouvoirs de police élargis. Nous allons voir ensemble, à l'occasion des halles et des marchés et des couvre-feu, qu'il y a un débat du coup sur la combinaison des pouvoirs de police des uns et des autres. À noter quand même, il a été obtenu que dans la loi Covid-19, donc, mais vous le savez, les forces de police municipales et les gardes champêtres et les agents SVP correspondants de la ville de Paris puissent verbaliser les infractions aux règles de quasi-confinement, qui sont aujourd'hui fixées par un décret et un arrêté du 23 mars. Qui eux-mêmes font suite au fameux arrêté du 14 mars qui a été modifié, je ne sais plus, 6 fois. Abordons rapidement la question, par exemple, de la continuité des services publics et de la fermeture des établissements recevant du public. Il y a toute une série d'établissements recevant du public qui sont fermés. Alors, attention, ils sont fermés au public. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y avoir des gens, on ne peut pas y avoir des activités, sauf pour les établissements sportifs, où là, le texte parle de la fermeture de l'établissement et non pas de la fermeture au public. Apparemment, ils avaient peur qu'il y ait quelques triches sur les structures de sport collectif qui sont en résidence dans certaines enceintes sportives. Et puis difficulté de gestion apparemment technique sur la désinfectation. Ensuite, mais pour les autres, on a pas mal d'établissements qui continuent. Alors, on a pas mal d'établissements pour lesquels on a des difficultés. Les musées, les médiathèques, bibliothèques, c'est fermé. Les dispensaires municipaux, CCAS et autres semblent pouvoir être maintenus au public. Dispensaires, c'est certain. Les CCAS, ils ne sont pas dans la liste en fait.
Simplement, ils entrent dans les catégories de nécessité et d'utilité sociale qui font qu'a priori, on peut recevoir du public en respectant les barrières de sécurité et les distances de sécurité qui sont aujourd'hui une valeur réglementaire. Mais abordons un cas particulier, deux cas particuliers. Un, c'est tout ce qui est organisation des nettoiements de voirie, où tout le monde s'occupe d'adopter les règles de nettoiement de voirie, des contaminations, et d'autre part, les halles et marchés. Alors, sur les halles et marchés, qu'ont prévu les textes donc aujourd'hui applicables du 23 mars, décret et arrêté, et surtout le décret. C'est que les halles et marchés sont désormais fermés, mais que le préfet peut les rouvrir pour les besoins d'alimentation de la population. La formulation est d'ailleurs un peu précise et un peu malencontreuse, après avis favorable du maire. Nous allons revenir tout à l'heure sur ce cas particulier. Il y a la situation des chantiers. Sur ces chantiers, un accord a été trouvé ce week-end pour faire un communiqué commun sur les règles de sécurité sur les chantiers et le maintien des chantiers entre les fédérations du bâtiment et le ministère. Donc, il y a le droit qu'on a vu tout à l'heure sur les marchés publics, mais l'utilisation de ce communiqué sert en réalité à gérer les relations avec les entreprises, bien souvent pour dire, écoutez, vos fédérations sont mises d'accord là-dessus, trouvons un accord intelligent de mise en œuvre de tout ceci. Et il y a des craintes et des questions sur le droit de retrait des agents. Sur le droit de retrait des agents, c'est très drôle. La DG de la fonction publique a fait une première note pour dire « Oh, c'est pas parce qu'il y a un risque de Covid-19 que ça veut dire qu'il y a droit de retrait des agents ». Et quelques heures après, ils ont retiré cette même note. Ils l'ont modifiée, ils ont enlevé le passage litigieux. Bon, en fait, on attend beaucoup la question de savoir ce qui va se passer avec les deux ordonnances qui vont être bientôt prises. En attendant, comme vous le savez, le jour de carence a sauté, y compris pour la fonction publique. Initialement, ça ne devait être que pour le privé, ce qui a fait beaucoup réagir. Si les agents sont chez eux en simple isolement, on n'est pas sur un congé de maladie, sauf s'ils sont identifiés comme étant en congé de maladie, auquel cas on est sur une autorisation spéciale d'absence. Si l'agent est évidemment malade, on est sur un congé de maladie, a priori un congé de maladie normal. Sauf que sur les cas graves, a priori, on peut glisser évidemment sur la règle habituelle. Quid de l'aide au confinement? Eh bien, les polices municipales ou les gardes champêtres, je l'ai dit, peuvent verbaliser, mais se pose notamment social le problème des sans-abri qui peuvent être porteurs ou avoir besoin d'être confinés. Est-ce que je peux faire, ou des squats? Prenons un squat par exemple. Je peux plus, la trêve de l'expulsion locative, la trêve hivernale a été maintenue, a été prolongée. Et l'État refuse de toute manière tout concours des forces de police sur ce point, depuis avant même l'adoption des textes, dès le 12 mars. Sauf que on se retrouve avec des squats qu'on ne peut pas expulser, pour lesquels on peut se retrouver avec des difficultés parce qu'on ne peut pas forcément y rentrer. Il peut y avoir des échanges et des retours avec des vendeurs de drogue ou autres. Hein. J'ai eu deux cas comme ça, deux cas très nets. Et ben, la seule solution, c'est utiliser les forces de l'ordre au niveau national et local pour faire des petits périmètres de sécurité de temps en temps, et ce qui évite que ces lieux qui sont en réalité des commerces illicites et des foyers d'infection, ils continuent à être où ils sont, mais qui ne donnent pas lieu à aller-retour. Enfin, on a le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de forces de l'ordre, ni nationales ni locales, très disponibles en ce moment, puisque après plusieurs mois ou années très fatigantes et très difficiles, ils se retrouvent avec une nouvelle crise à gérer. Sur le social aussi, on se retrouve avec beaucoup de difficultés. D'abord, il y a un certain nombre de gens qui étaient sans hébergement dans des établissements sociaux, médico-sociaux, qui souffrent de handicap et qui se retrouvent dans leur famille, déjà confinés, et ce qui rend les choses très compliquées pour le suivi de ces personnes quand elles ont des graves difficultés. On se retrouve avec un problème aussi sur tout ce qui est enfants en maltraitance, femmes battues, pour lesquels il peut y avoir des difficultés aggravées par le confinement, parce que celui-ci renforce les comportements violents.
parce que il y a beaucoup, notamment de personnes, d'enfants qui bénéficient de quelques jours d'heures d'école, de sortie, qui sont des moments où on n'est pas à la maison à se faire tabasser, et il n'y a plus ces moments-là. Et donc, il y a beaucoup de CCAS et l'État qui ont essayé de mettre en place des dispositifs, mais difficiles, pour essayer de renforcer la présence auprès des personnes en difficulté. Enfin, faut-il qu'on les ait identifiées. Et puis, les services de santé, les services sociaux et les services de force de l'ordre sont évidemment plus débordés que jamais. Donc, zoomons sur justement les établissements qui sont concernés par l'interdiction d'accès au public. Le droit est désormais renouvelé. Je vous ai cité plusieurs fois ces textes du 23 mars, et notamment le décret qui est l'essentiel de ce qui s'applique sur ce point. Vous le trouverez dans le décret qui a été quand même modifié 3 fois déjà. Encore une fois, les décrets et textes sont beaucoup modifiés en ce moment, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, l'État a eu très peu de temps pour rédiger ces textes et ils ajustent en fonction des remontées du terrain et des difficultés identifiées. L'article 8 du décret reprend largement ce qui existait dans l'arrêté du 14, et avec des règles qui sont les mêmes en métropole outre-mer. Je le précise parce que ce n'était pas le cas au tout début. Donc, les lettres que vous voyez ici, dans ce qui peut accueillir ou pas du public, sont les lettres du texte de 1980 sur les détentions sans du public. Donc, c'est la même nomenclature que celle à laquelle vous êtes accoutumés pour vos commissions de sécurité. Donc, ne peuvent plus accueillir de public les établissements de la catégorie L, sauf les salles d'audience et de juridiction, pour lesquels des mesures spécifiques ont été mises en ligne. De manière, l'ensemble des affaires contentieuses, judiciaires, privées ou publiques ont été reportées, sauf affaires urgentes. Et il y a beaucoup d'affaires qui vont se passer sans audience, y compris en référé administratif, y compris en référé suspension, voire avec de la visioconférence, y compris avec les avocats. L'ordonnance du 22 mars a eu lieu du Conseil d'État sur le point de savoir si les mesures adoptées étaient suffisantes ou pas. Cette audience s'est tenue en visioconférence avec les avocats. Et il y a une des ordonnances du 25 qui prévoit bien de la visio désormais entre magistrats, avocats et parties. Les magasins de vente. Alors, la catégorie M, il y a eu plein d'allers-retours. C'était à un moment donné que les centres commerciaux, puis les magasins de vente. Bon, on a bien tous les magasins de vente et centres commerciaux, sauf leurs activités de livraison en retrait de commande, sauf les listes que nous allons voir tout à l'heure. Ce qui veut dire aussi que les centres commerciaux, dans certains cas, ont pu fermer certains magasins et garder certains commerces sous réserve d'avoir des accès séparés où on ne se croise pas. Les restaurants et boissons sont fermés, sauf room service et là aussi livraison de vente à emporter, salle de danse, jeux, exposition. Alors, ce qui concerne singulièrement les collectivités, ça va être les bibliothèques, centres de documentation, salles d'exploitation, établissements sportifs couverts, dont j'ai bien précisé qu'ils étaient fermés et pas juste fermés au public, les musées, chapiteaux, autant de structures. Alors, l'EPA, établissement de plein air, est-ce que ça inclut les aires de jeu? Oui. Est-ce que ça inclut les squares, parcs et jardins? Il y a un débat juridique là-dessus. Sauf que la réalité, c'est que très vite, ça devient oui pour des raisons évidentes, mais il vaut mieux dans ce cas-là prendre un arrêté supplémentaire. Établissement d'éveil, d'enseignement, de formation, mais on va voir qu'il y a des dérogations. Donc voici la liste de ce qui peut être maintenu avec une spécificité sur les allées marchés que nous allons voir tout à l'heure. Et évidemment, on peut se retrouver avec des débats. Alors, il y a un élément que je voudrais signaler. Les lieux de culte sont fermés au public, sauf pour les services funéraires, enfin, ils sont plafonnés plus précisément. Il peut y avoir un plafonnement, il peut être maintenu, mais avec un plafonnement à 20 personnes, sauf service funéraire, justement. Et donc, on se retrouve avec les services funéraires qui peuvent être ouverts, les lieux de culte qui sont ouverts avec un déplafonnement, où là, on retrouve le plafond de 100 et non plus de 20 pour les services funéraires, mais l'État nous dit qu'on ne peut pas aller aux enterrements, ni aux services funéraires. Là, il y a une contradiction entre l'interprétation et les textes. Est-ce que le texte sur le confinement l'emporte sur les textes sur les fermetures des ERP? Il y a un débat là-dessus. Tout le monde s'est calé sur la réponse du Premier ministre dans je ne sais quelle émission télévisée, mais il y a un débat là-dessus qui, un jour, risque de glisser vers le juridique.
Ensuite, il y a la possibilité pour le préfet de restreindre par des mesures réglementaires ou individuelles toutes ces activités. Donc, les lieux de culte, la difficulté que j'évoquais. Les concours examens, ils sont tous reportés. Ils sont tous reportés avec des spécificités ultramarines, c'est-à-dire qu'il y a des territoires ultramarins, notamment pour certains concours de catégorie C, qui pourront avoir lieu, notamment lorsqu'il n'y a pas de trop de risques et que c'est l'île elle-même qui est fermée. Dans le cas des îles, c'est concernant des îles. La possibilité de maintenir les concours lorsqu'ils peuvent être faits de manière distancielle, en visio par exemple. Les EHPAD et autres établissements sociaux, médico-sociaux continuent leurs activités avec des moments évidemment extrêmement difficiles puisque les règles d'accès par contre aux EHPAD du SLD sont fermées. Et bon, on sait tous on voit tous dans les médias qu'on s'apprête plutôt à gérer des choses extrêmement douloureuses, notamment en EHPAD. Donc, les parcs et jardins, j'ai ici détaillé ce que j'avais à en dire. Les juridictions. Abordons maintenant la question des halles et marchés. J'ai un principe de fermeture opérationnel depuis mardi dernier, sauf arrêté préfectoral pris sur avis du maire. Alors, on fait quoi? De ce point de vue-là, souvent, la question qui m'est posée, c'est est-ce dangereux pour le maire? Et en fait, souvent, on voit des gens dire c'est dangereux, non, c'est pas dangereux. Il faut être cohérent là-dessus. Il faut surtout distinguer. Premièrement, est-ce que, quand je dis il faut être cohérent, j'ai vu une commune qui envisageait de réouvrir les marchés, mais d'instaurer un couvre-feu. Si vous avez un litige là-dessus, ça va être dur de justifier qu'on fait l'un et l'autre. Sauf à justifier que vous avez des déambulations nocturnes, l'impossibilité de mobiliser votre PM, et que dans ces cas-là, ça devient justifié. Pourquoi pas? Mais ça va être dur. Deuxième chose, il faut distinguer. Au stade de l'avis, finalement, le maire n'est pas en grand risque. Nous allons voir tout à fait à la fin de cette webconférence, nous allons voir la grille de la loi Fauchon du 10 juillet 2000. Cette grille distingue ce qui est dangereux ou pas dangereux pour les infractions d'imprudence ou de négligence, selon que l'on ait la cause immédiate ou pas du préjudice, et selon qu'on a violé délibérément une règle de sécurité ou pas. Ça veut dire qu'au stade de l'avis que je donne au préfet, c'est pas moi qui vais directement prendre l'acte et je n'ai pas une règle de sécurité immédiate que je suis en train de violer délibérément et qui entraîne un risque grave et immédiat pour autrui. Donc, je ne prends pas de risque. Donc, si je peux dire oui au préfet, j'ai un risque politique, j'ai un risque médiatique, mais je n'ai pas un risque juridique. Par contre, au stade de la gestion, après, les marchés, en général, c'est un service public municipal que je vais gérer moi-même ou avoir donné en marché mon DSP. Et là, en tant que gestionnaire des halles et marchés couvertes ou pas couvertes. Alors vous allez me dire, oui, mais si c'est pas couvert, après tout, il y a moins de risques que dans les supermarchés où il y a plus de touchés et puis on commence à découvrir qu'il y a des risques par la clim. Confère d'ailleurs une norme au Conseil pour la santé publique qui a été rendue il y a quelques jours là-dessus, donnant des conseils opérationnels sur cette question de la ventilation et de la climatisation. Bien, revenons à notre sujet. Eh bien, au stade de la gestion, si vous dites si on va réouvrir les marchés, je donne un avis favorable, derrière il faudra vraiment mettre en place des systèmes de distance, de séparation entre les étals, de séparation entre le vendeur et les autres avec des séries de protection. Sinon là par contre vous êtes en première ligne pour votre responsabilité puisque vous êtes vous-même le gestionnaire du service et donc ou l'organisateur du service. Et donc en risque. Évidemment, il y a plus de risques pour ceux qui sont en régie que pour ceux qui sont en marché ou en DSP. Sachant que l'attitude des préfets aujourd'hui est souvent de refuser, sauf dans le monde rural, là où il n'y a pas de supermarché, ce qui donne lieu à des débats juridiques vu la formulation peu précise de la loi Covid-19 sur ce point. Autre élément qui fait beaucoup parler de lui, quid des couvre-feux? Pour les couvre-feux, l'AMF s'est fendu d'un document ouvert à tous ses adhérents. Je vous invite à le prendre, il est très bien fait. Je vous invite à le compléter par le fait que le Conseil d'État, j'ai marqué arrêt, pardon, c'est une ordonnance. Dans son ordonnance du 20 mars 2020, nous dit bien que le maire garde des pouvoirs de police générale dans ces domaines sanitaires. Donc, évidemment, ça va dans le même sens que l'idée de dire moi, je peux faire un couvre-feu plus dur que ce qu'a prévu le préfet.
Il faut savoir que la grille d'analyse juridique sur ce point est d'un usage malaisé. Il y a des domaines de pouvoir de police spécial donnés à l'État et où le maire a été autorisé à agir. C'est le fameux arrêt Conseil d'État Lutetiat 59 et toute une série d'autres décisions. Ça a même été admis récemment en matière de discothèque, alors que les heures d'ouverture de discothèque et la licence 4 se relèvent évidemment de pouvoir de l'État. Mais en même temps, dans le domaine d'autres secteurs, comme les compteurs Linky, comme les distances en matière de pesticides, on a également un pouvoir de police spéciale de l'État. Et là, par contre, le juge nous a dit « Ah non, 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 non », à quelques exceptions près, non, 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 le maire ne peut pas agir. En fait, on a une situation complexe selon les cas. Mais si on s'abrite derrière les mesures de prudence recommandées par l'AMF et les formulations fort commodes pour les maires de l'ordonnance du 20 mars 2020, on a une petite marge de manœuvre, mais c'est très dur à sécuriser. C'est très dur à sécuriser. Abordons maintenant un autre sujet qui anime beaucoup les collectivités, c'est bah oui, mais quid des écoles, de la petite enfance et des établissements sociaux et médico-sociaux. Les centres de vacances, les ALSH ne peuvent plus percevoir de public jusqu'au 15 avril. Idem pour le scolaire et la petite enfance, avec des petits débats sur les dates, puisque dans certains cas c'est le 15 avril, dans d'autres cas c'est marqué sur le scolaire comme étant jusqu'au 29 mars. Bon, il semblerait que ça doive être réglé pour gérer en gros la situation de lundi prochain. Tous les établissements, on va avoir des textes sans doute au JO de ce week-end, hein. Tous les établissements scolaires sont concernés, y compris l'enseignement supérieur, sauf les établissements français à l'étranger pour lesquels il y a des règles spéciales. OK. Ça inclut tous les services de petite enfance, y compris les régimes des mineurs accueillis de domicile parental, y compris celles des maisons d'assistants maternels qui dépassent les 10 enfants. Dans l'arrêté du 14 mars, elles étaient toutes fermées et dès le 15, on les a réouvertes pour celles qui sont entre 0 et 10 enfants. Les RAM ne sont pas visés par les textes, mais selon moi, il est clair qu'ils sont fermés. Et les internats et accueils de adolescents sans hébergement sont fermés, mais dans le cas des internats, il y a, pour les moins de 16 ans, une dérogation pour ceux qui n'arrivent pas à rejoindre leurs parents, pour une raison ou une autre. En revanche, les assistants maternels restent en place. On va voir que leur régime est même assoupli. Les structures liées attachées à des établissements de santé, la crèche de l'hôpital, tout ça, ça reste ouvert. Les micro-crèches aussi, sous réserve de ne pas dépasser les 10 enfants. Et puis évidemment, les personnes hébergées en établissements sociaux, médico-sociaux restent hébergées en ESMS, même si le texte ne le dit pas expressément. Sauf que vendredi, non pas vendredi dernier, mais vendredi il y a 15 jours, le 13 mars après-midi, a été diffusée une note. Je dis après-midi pourquoi? Parce qu'il y a eu deux versions de cette note. Il faut bien prendre celle qui est en PDF, blanc et rouge, et qui s'est promenée à partir du 13 mars après-midi, et qui nous dit que pour la petite enfance et le scolaire, les personnels donc indispensables à la santé publique peuvent voir leurs enfants gardés dans des classes ou dans les structures de petite enfance par effectif de 8 à 10 personnes. D'ailleurs, pour les crèches, etc., les CAF vont verser, c'est 27 € je crois, des structures qui sont fermées. Il y a des spécificités ultramarines, un pouvoir d'adaptation du préfet sur ce point. Alors, la mise en œuvre de cet accueil minimum, si vous voulez, en scolaire, petite enfance, mais aussi, semble-t-il, en périscolaire. Il y a un débat juridique là-dessus, si ça inclut ou pas le péri, mais au minimum, ça fait la pause méridienne, pose un certain nombre de problèmes. Problème pratique, c'est que les enfants des personnels de santé hésitent à recourir aux assistants maternels, aux crèches ou autres par peur de propager le virus via leurs enfants et de multiplier les moments de contact. Ça pose des problèmes concrets parce qu'il y a eu des structures de l'éducation nationale qui ont été extrêmement réactives et puis d'autres non, clairement. Notamment pour les collèges et les lycées, semble-t-il, il y a eu des territoires. Moi, j'ai du retour de mes clients extrêmement variés.
On a des débats également sur ces fameux effectifs de 8 à 10 personnes et comment on s'organise. On a pratiquement toujours des solutions qui ont été trouvées. L'ordonnance 2020-310 du 25 mars 2020 généralise la possibilité pour les assistants maternels de passer de 4 à 6 enfants, même s'ils n'ont l'agrément que pour 4, et ce par une simple déclaration au conseil départemental et non pas une autorisation. Déclaration qui permettra d'alimenter la base de données, le cas échéant, car il y a un site internet, alors ça doit être monenfant.fr, comme ça, qui est organisé par la CNAF, en fait, qui permettra de coordonner les places disponibles pour garder les enfants des personnels indispensables à la gestion de crise du Covid-19. Je ne l'ai pas encore évoqué, mais quand j'ai parlé à chaque fois du personnel de santé assimilé, la formulation de la loi, c'est personnel indispensable à la gestion de la crise du Covid-19. Et la seule liste qui existe là-dessus pour dire de qui il s'agit est la liste de ces fameux textes du vendredi 13 mars après-midi, qui n'a pas une valeur juridique super précise. Alors c'est précisé un peu dans les textes, mais pas de manière très très claire quand même. L'accueil en crèche va être gratuit. Donc, ça ne veut pas dire que la collectivité ne fait pas payer, ça veut dire que la collectivité fait payer, mais que la CNAF va rembourser l'accueil en crèche au personnel de santé ou autres personnels concernés. Est-ce que ça s'applique aux autres systèmes de type de garderie ou autres? On ne sait pas. Se posent ensuite des problèmes qui sont ceux de l'indemnisation in fine, c'est-à-dire, c'est bien gentil, mais ça va nous coûter plein de sous tout ça. Eh ben, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les bases de raisonnement juridique là-dessus, vous les connaissez. Si j'ai des réquisitions ou des actes unilatéraux, le principe, c'est que chacun va être indemnisé sur la base de l'enrichissement sans cause. Mais quand c'est fait par une loi qui dit « Ah ben, un tel va faire ceci ou cela », je ne peux avoir d'indemnisation que si j'ai une rupture d'égalité devant la loi et que la loi n'a pas voulu interdire cette indemnisation. Tous ceux d'entre nous qui sommes juristes avons un jour appris l'arrêt Laflorette, vous retrouvez du Laflorette. Bon. Je peux avoir aussi des indemnisations sur un autre base juridique. La loi était muette, je n'ai pas eu de réquisition, trucs comme ça, mais l'État ne m'a pas aidé. Et dans certains cas, ça peut entraîner une indemnisation, mais là aussi, il faut démontrer une rupture d'égalité et un préjudice spécifique. Et là, on va retrouver les arrêts classiques, Couitéas, Cartonnerie Saint-Charles. Et puis, on va faire comment? Concrètement. Et là, concrètement, tout le monde a mis en place un plan de continuation de l'activité, y compris avec les associations. Tout le monde est en train d'ajuster ses plans communaux ou intercommunaux de sauvegarde. Mais là, on est sur du management, en fait. On est sur un savoir-faire. C'est vous les experts, c'est pas moi qui suis extérieur, qui suis... je gère une structure d'un peu moins de 30 avocats. C'est une toute petite structure par rapport aux dizaines, centaines ou milliers d'agents que vous avez. Et donc là, on est sur du management. On est sur de la gestion de crise. J'ai eu des retours passionnants de cadres territoriaux sur comment ils se géraient. J'attire votre attention sur le fait que la région Grand Est a fait un document, une quinzaine de pages, qui est sur le site de... est-ce que c'est ça, la fonction publique, celui de la cohésion des territoires ou autre, mais vous cherchez Grand Est, Covid-19, vous trouverez le document, il est en téléchargement, il est très bien fait. J'ai travaillé avec un certain nombre de cadres territoriaux spécialisés dans la gestion de crise qui font des choses passionnantes, mais on est sur un savoir-faire qui n'est pas celui du juriste. Mais je voulais quand même faire un point là-dessus parce que justement, tout le monde m'en parle et non, c'est pas moi le spécialiste, mais je voulais, un, l'évoquer et deux, vous rendre hommage à tous et rendre hommage à ceux qui, sur le terrain, font un travail tout à fait remarquable. Et je crois que le moment est venu, 15 jours après, d'échanger sur les bonnes pratiques. Beaucoup de structures, d'associations ou autres mettent en place ces éléments-là. C'est le moment de faire du retour d'expérience. Donc, ceci dit, le juriste peut avoir deux choses à vous dire, et ce seront les deux dernières qu'on va voir ensemble. La première chose, c'est que le risque, et il va y avoir des risques, il va y avoir des morts, il va y avoir des moments où on nous dira qu'on était imprudent ou trop prudent. Évidemment, l'excès de prudence peut être une imprudence.
Oui, et puis on voit bien, le confinement rend les gens rigolos, mais parfois un peu dingues, sur encore plus que l'accoutumée sur les réseaux sociaux, etc. Parce que ça génère des frustrations et du stress. Bon, ok. Alors à ce moment-là, on me dit souvent, mais comment vais-je calibrer? À quel moment j'en fais trop et trop peu? Eh bien, le calibrage, il est à voir en fonction de vos objectifs, du savoir-faire gestionnaire qui est le vôtre. Mais d'un point de vue juridique, voilà ce que le juriste a à vous dire. Deux choses. Un, utilisez la loi Fauchon. Ça ne sert à rien que Fauchon, il se décarcasse sinon. Sauf Fauchon, c'était le sénateur Fauchon qui a abouti à une loi avec quelques autres sénateurs, le sénateur Vassel notamment, du 10 juillet 2000. Et qui nous fait une grille, celle qu'on a déjà vue tout à l'heure quand on a parlé des allées-marchés. Il faut distinguer deux situations pour toutes les infractions de négligence ou d'imprudence. Et là, en l'occurrence, évidemment, ce qu'on craint, c'est ce que les juristes appellent les HBI, homicide et blessures involontaires. Soit j'ai directement causé le préjudice, le dommage, et là, la simple imprudence peut conduire à ce qu'on soit condamné, soit la cause est indirecte. Si la cause est indirecte, alors, est-ce que j'ai violé délibérément une règle particulière de sécurité? Est-ce que j'avais une règle particulière de sécurité à respecter? Et là, je ne suis pas bien. Ou est-ce que j'ai commis une faute caractérisée? Je vais prendre quelques exemples. Je citais tout à l'heure, ah tiens, je vais donner un avis favorable à la réouverture des allées-marchés, et derrière, les allées-marchés sont gérés en marché public. Bah, je ne cause pas directement le préjudice, au moment de, je n'ai pas une règle particulière de sécurité à respecter, donc au niveau de l'avis, je ne prends pas de risque. Par contre, j'exgère le marché, et là, bah, je peux être la cause directe du préjudice ou violer une obligation particulière de prudence et de sécurité, puisque dans le décret du 23 mars, j'ai la reprise, c'était déjà dans l'arrêté modifié du 14 mars, c'est dans la version du 15 mars que c'est arrivé, je crois, les distances de sécurité et les mesures de sécurité comme étant une obligation permanente. Donc, quand je gère mon marché, je devrais demander à mon gestionnaire, voire moi-même, c'est moi qui le gère, de respecter les règles. Mais en prenons d'autres exemples. J'ai des agents qui me disent « Ah, j'exerce mon droit de retrait, je suis… » Alors, les deux domaines où il y a le plus de problèmes, c'est l'assainissement et la collecte des OM, hein, où on commence à avoir des grosses inquiétudes et des gros problèmes. Et puis, au-delà de la collecte, les centres de tri, là, on n'en parle pas. Pour l'instant, ça marche bien, mais bon, on commence à avoir des difficultés. Eh bien, la question très vite devient, si j'ai des agents qui disent qu'ils ont des problèmes, je fais quoi? Est-ce que c'est moi qui ai causé le préjudice? Non, c'est pas moi qui l'ai maniculé volontairement le Covid-19. Mais je peux être dans le cas numéro, la première sous-hypothèse du cas numéro 2, la cause est indirecte, mais j'ai violé une obligation particulière de prudence et de sécurité si je n'ai pas respecté les distances de sécurité, patati et patata, ou si face à un risque immédiat, j'ai refusé un droit de retrait. On peut se retrouver avec, dans ces cas-là, des risques sérieux. En revanche, quand je ne suis pas dans ces cas-là, eh bien, je ne serai condamné que si j'ai fait une faute caractérisée. Donc, il faut que je multiplie les petites mesures qui ne sont pas forcément coûteuses, que l'on peut faire, qu'on peut mettre en œuvre, mais le risque est, dans ces cas-là, beaucoup moins grand quand je suis dans les cas de faute caractérisée. Un mot, d'ailleurs, puisqu'on parle de l'assainissement, il y a une panique qui est venue sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un maire qui a reçu une notification de ce que son nom n'est plus potable et sans doute pour cacher sa honte, il a dit partout sur les réseaux sociaux, les médias locaux, que c'était la faute au Covid-19 et qu'il fallait bouillir l'eau et que c'était l'ARS qui lui avait dit. Alors évidemment, je vais vous dire que ça a donné une panique partout. Non, l'eau potable reste potable, il n'y a pas de contamination du Covid-19 dans l'eau potable. On n'est pas du tout dans les domaines de sécurité, on n'est pas sur l'assainissement, on n'est pas sur quelques problèmes de clim ou autres qu'on est en train de travailler. Et donc, évidemment que c'est un bobard. La lutte d'ailleurs contre les infox, c'est particulièrement une lutte difficile mais importante en ce moment. Alors, face à cette gradation des risques, que faire au-delà de la communication et de l'action concrète managériale qu'on évoquait? Mais moi, je vous invite à réfléchir systématiquement en fonction de la cartographie des risques que l'on peut mettre en œuvre. Quel est le niveau de risque et quelle est sa fréquence? Et derrière, j'aboutis à une cartographie des risques sous cette forme que voilà.
Et je combine ceci avec la grille de la loi Fauchon. Et à ce moment-là, on commence à avoir une aide à la décision sur la partie gestion des risques juridiques. Sauf que ce n'est qu'un des éléments, bien évidemment, de tout ce que vous avez à voir et à faire. Mais je voulais quand même finir sur cette dimension opérationnelle. Alors, vous allez me dire, ben non, c'est une vaste tâche, ça soulève plein de difficultés. Et ça nécessite derrière de travailler, d'échanger. Eh bien, échangeons justement. Arrêtons de regarder ces 69 pages de diaporama que vous allez pouvoir télécharger au bon soin de la Gazette des communes et d'Infopro Digital et échangeons sur les questions qui sont les vôtres pendant, on m'a demandé de tenir 1h30, ça nous laisse 23 minutes. Je propose que Joël remette le micro. Excusez-moi, merci de me rappeler ça, j'avais oublié de mettre le son. Donc, je disais que je propose du coup alors quelques questions, certaines qui vont être, à mon avis, donc ça va être rapide la réponse, et puis d'autres un peu plus longues. Au tout début, on a parlé des élections, etc. Une question qui porte sur si le premier tour est à refaire, est-ce qu'on a le dépôt des mêmes listes qu'en mars? Alors, excellente question, je regrette de ne pas l'avoir précisé. Le Sénat voulait absolument que… Alors, la réponse est oui. On reprend les mêmes listes avec les mêmes règles que vous connaissez, c'est-à-dire à partir de 1000 habitants, fusion de listes possible vers d'autres listes pour ceux qui auraient eu au moins 5%, mais il faut 10% pour se maintenir ou pour fusionner avec d'autres, donc qui auraient, elles, entre 5 et 10. Le Sénat voulait absolument, dans le projet de loi Covid-19, que les dépôts de listes se fassent au plus tard le 25 mars, un peu pour priver le gouvernement du temps de réfléchir à ses propres listes. Le gouvernement et l'Assemblée nationale n'en voulaient pas. Finalement, ça aurait été dans ce cas-là par télétransmission, bien sûr. Finalement, c'est bien par décret que le dépôt des listes se fera. Mais en l'état du droit, on garde bien les mêmes listes, on regarde les résultats du premier tour, et donc ça ne change pas. Mais, je vous rappelle que si le 27 mai, on découvre qu'on est encore en état d'urgence sanitaire, et qu'il y aura encore état d'urgence sanitaire en juin, selon un comité d'experts qui remet son avis, de mémoire, c'est le 23 mai, je suis presque sûr que c'est le 23 mai, alors dans ces cas-là, on perd les résultats du premier tour, sauf lorsque l'élection a été acquise dès le premier tour. D'accord. Ok. Alors, une autre question, toujours par rapport à ces sujets sur les élections, etc. Enfin, ça concerne un autre point quand même. Les conseillers municipaux élus au premier tour, donc au 15 mars, et nouveaux dans le conseil municipal, est-ce qu'ils peuvent être mobilisés par le maire en exercice, donc réélu, pour tenir le PCS? Est-ce que c'est clair ou pas? Donc, on parle bien des élus qui ont été élus au premier tour, qui sont des nouveaux élus. Tout à fait. Oui, mais ils seront inquisitionnés en tant que citoyens, pas en tant qu'élus. D'accord. Mais de mémoire, comme je ne suis pas à l'obligation que ce soit un élu, à mon avis, c'est bon. Alors, c'est un point, mais à un moment donné, je ne sais plus si vous l'avez dit au début, Maître, pour une commune qui doit organiser un deuxième tour, qu'en est-il des conseils municipaux? Comment les réunir pendant cette période de confinement? Ah, je ne l'ai pas dit, et c'est très important. Ah, voilà, il me semblait, j'étais pas sûr. Au deuxième tour et l'installation, vous avez le droit de réunir vos conseils municipaux. Et la loi Covid-19 va vous permettre, quand je dis va, c'est parce qu'il faut qu'il y ait un décret qui soit pris, va vous permettre de vous réunir à distance, figurez-vous. Vous allez pouvoir réunir votre conseil municipal tel qu'il était la veille du premier tour, soit avec en visioconférence, soit par des courriers, c'est-à-dire que les gens vont voter par courrier et vous recevrez les votes de chacun en disant je vote pour tel délib et tel délib, et avec un quorum qui sera abaissé à 1/3. Donc, soit vous réunirez, si ça ne pose pas de problème au regard des règles de confinement, mais en l'état, on n'est pas dans les dérogations, donc ça pose des problèmes. Deuxième remarque, si vous réunissez ou si vous faites une visio, donc là, on a un abaissement à 1/3.
Troisième chose, ça pourrait être par vote courrier. Quatrième chose, il faut pour ça un décret en Conseil d'État. Normalement, on l'attend cette semaine, début de semaine prochaine maximum. Et dernière chose, ceux des élus qui se sont amusés à se réunir le dimanche dernier pour mettre en place le conseil municipal et l'installer parce qu'ils ont été au premier tour, il y a eu plusieurs communes qui s'y sont amusées, étaient en infraction. Les préfets, s'ils avaient été plus joueurs, auraient pensé à en demander aux forces de l'ordre pour leur coller des contredanses. Mais de toute manière, la loi y a pourvu en faisant en sorte qu'ils n'ont pas le bénéfice de leur élection d'ici à ce décret qui doit prévoir leur installation en juin, sauf persistance de l'état d'urgence sanitaire. Merci pour cette question, j'avais complètement oublié de le dire. Non, mais écoutez, c'est l'intérêt aussi des questions dans ce genre de conférence. Autre question aussi qui porte sur le fonctionnement, on va dire, dans la période qui nous occupe là. Est-ce qu'on peut verser des subventions aux associations sans délibération? Il n'y a pas de dérogation en ce sens. Pour l'instant, je n'ai pas vu de dérogation en ce sens. J'ai décortiqué presque toutes les 25 ordonnances. Il m'en reste 2 à décortiquer, dont une sur les établissements sociaux, médico-sociaux, que j'ai survolé et c'était tellement complexe que je me suis dit que je fasse ça ce week-end. Donc, sauf si ça se cache là-dedans, mais sinon, j'ai pas vu. Et c'est vrai que c'est un problème. Vous savez, si on est sur si on n'est pas sur des trucs urgents, on attend une semaine. Le temps qu'on ait le truc sur les réunions des conseils municipaux à distance. Si on est parce que je vous rappelle que le jauge a toujours exigé qu'il y ait une délib à part pour les subventions aux associations, l'inscription au budget ne suffit pas. Ça, c'est jurisprudence constante. Mais sinon, la solution serait peut-être de passer un marché à moins de 40 000 auprès des assos en disant je te passe un marché. Et là, par contre, je retrouve une grande liberté. Mais il faut que ça soit un marché, c'est-à-dire ils font une prestation précise, on les encadre, on les flique, on les tient. Et entre nous, donner du pognon en urgence à une assos, la tenir en disant que ça a marché, c'est pas forcément idiot. Donc, utiliser les souplesses du droit des marchés et des MAPA pour le faire me semble plus malin. J'y avais pas pensé, mais merci à la question, ça me donne l'occasion d'avoir trouvé peut-être. Complètement. Une autre question qui nous est arrivée par mail, celle-ci, une personne qui demande en fait si le surcoût de la gestion du scrutin, en raison des mesures mises en place donc par les communes, la dotation élection évoluera-t-elle de ce fait? Pour les candidats, oui. Pour les communes, c'est pas prévu. Pour les candidats, les comptes de campagne sont ajustés avec un coefficient qui va être fixé, mais qui peut monter jusqu'à 1,5. Ça va dépendre de la durée en fait. La période de compte de campagne, attention, la période de limitation de la communication de la collectivité, hein, le fameux deuxième année de 52 ans des codes électoraux, est aujourd'hui prolongée aussi, hein, attention. Tout ceci, c'est prévu dans la loi. Par contre, la dotation qui est donnée aux collectivités pour les surcoûts qui en résultent, pour l'instant, n'est pas prévue. Ou en tout cas, si c'est prévu, je ne l'ai pas vu, parce que ça fait 15 jours que je fais ça quasiment jour et nuit, que de décortiquer ce texte, essayer de suivre, pour répondre aux centaines de questions qu'on a eues. Je n'exagère pas, je l'ai fait dire des milliers. Il est possible néanmoins que des choses m'aient échappé dans les derniers temps, tant il y a eu de textes. Hein. Les journaux officiels sont d'un volume redoutable. Mais je n'ai pas vu passer ça. Il faudrait vérifier l'ordonnance relative à la continuité budgétaire pour voir s'il n'y a pas un texte là-dessus, mais je l'avais à peu près bien décortiqué, je crois pas. Alors, j'ai d'autres questions qui sont arrivées entre-temps là sur les sujets électoraux, parce que du coup, les réponses aux questions ont amené d'autres questions. Alors, attendez, je regarde. De nouveaux candidats pourront-ils se déclarer si le premier tour est annulé? Si le premier tour est annulé, oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est en Covid-19 encore début juin, voire mi-juin. Si le 27 mai, on a un décret d'élection au second tour, de second tour pour les municipales, la réponse est dans ce cas-là, seuls ceux qui étaient au premier tour pour les municipales peuvent se présenter au second tour.
avec une dérogation que je me permets de rappeler, c'est qu'on peut se présenter au second tour d'une commune de moins de 1000 habitants sans avoir été au premier tour, s'il n'y avait pas assez, s'il y avait moins de candidats que de sièges à pourvoir au premier tour. Donc, je résume, moins de 1000 habitants, je peux toujours me présenter au deuxième tour, mais c'est seulement dans l'hypothèse où j'avais moins de candidats que de sièges à pourvoir. Si je suis dans le calendrier normal, non pourront se présenter au second tour que les gens qui étaient au premier tour et avec les règles normales de fusion de liste qu'on a vu tout à l'heure. Si en revanche, on a une annulation du premier tour, parce qu'on est encore en Covid-19 en juin, alors là, les élections qui auraient eu lieu sans doute en septembre dans ce cas-là, seraient une remise à zéro pour tout le monde, sauf les 30 000 communes où il y a une élection dès le premier tour. Alors, et il y a là, pas mal. Candidats. Ouais. Alors, il y a pas mal de questions, bien évidemment. Là, ça commence à. Alors, il y a une question un peu complexe, là, j'y viendrai tout à l'heure. On a eu plusieurs sujets sur la partie médico-sociale, accueil, petite enfance, etc., ce qui est normal. Hein. C'est un enfer, ce truc-là. Bah oui, et puis en plus, bon, c'est un sujet sur lequel, bien évidemment, les familles sollicitent beaucoup les collectivités. Alors, est-ce qu'il faut absolument que les deux parents fassent partie des personnels de santé ou pour un seul? Est-ce qu'on doit aussi accueillir les enfants? Le problème, souvent, le texte est absolument pas précis, donc j'ai pas d'avis là-dessus. C'est marqué enfant des personnels, enfin voilà, donc il y a un pluriel mais qui est sur l'ensemble, donc débat juridique. Moi, je serais tenté de penser qu'il suffit d'un des deux, mais franchement, les deux pourraient se soutenir. Alors, quid des accueils périscolaires? Application de la gratuité également, comme pour les crèches? Pour les crèches, la gratuité n'est pas une gratuité de la facturation. La collectivité facture, il y a eu un débat. Hein, la CNAF a fait un joli communiqué pour dire ça sera gratuit sans dire comment ça sera gratuit. Donc les collectivités pendant 2014 se sont dit mais ça s'applique d'abord qu'aux crèches, ça s'applique aux autres systèmes et comment ça marche quoi. Enfin, ça veut dire que c'est nous qui sommes dans l'obligation de le faire gratuit, c'est eux qui décident pour nous. La réponse est non. Non, on l'a appris après. C'est par les prestations sociales de la CNAF, de la CAF donc, que les personnels concernés auront un remboursement de ce qui aura été payé à la crèche. Donc, ça veut bien dire que la crèche, je la facture normalement. Si la crèche la facture normalement, a fortiori, il en est encore plus de même au périscolaire où je n'ai pas de règle particulière. Voilà. Une autre question qui concerne du coup plutôt la partie assistante maternelle. Est-ce que le fait de garder 6 enfants au lieu de 4 est généralisé pour toutes les assistantes maternelles? Est-ce qu'il y a des critères, par exemple la superficie de la structure d'accueil, etc. Ça serait bien, ça aurait été logique, mais on travaille dans l'urgence. Donc, dans l'urgence, ce qui a été prévu dans l'ordonnance, c'est clair, c'est même ceux qui sont habilités pour 4, donc en général, en fonction de paramètres, y compris la taille du logement, ils passent à 6 sur simple déclaration, point barre. Est-ce que ça va se généraliser partout ou est-ce que ça va rester très limité? Je n'en sais rien. Parce que il y a eu un article dans Mère Info qui disait oh, vous savez, en réalité, on a mis en place plein de trucs et puis il n'y a personne qui vient parce que ce n'est pas forcément souhaité. Et moi, j'ai des clients qui me disent ils plaisantent parce que moi, c'est l'inverse. Et puis d'autres qui m'ont dit oui, tout à fait. Voilà. Donc pour les assistantes maternelles, on ne sait pas. Attendons de voir ce que va donner le développement de ce fameux site internet aussi qui va recenser les besoins et les places disponibles. Développé par la CNAF. Encore une fois, c'est monenfant.net.fr ou un truc comme ça. Vous cherchez sur Internet, Google, vous le trouverez en un quart de seconde. Alors, il y a quelques points qui concernent aussi des éléments de sécurité et de santé avec des problèmes de mort ou d'exposition, en tout cas, à la santé. Alors, il y a quelqu'un qui a fait une remarque en disant, bah, malheureusement, dans les listes, il y a aussi des décès dans les listes électorales. Donc là, je ne sais pas si ça a des incidences du coup sur les listes ou pas, mais c'est vrai que ça peut provoquer peut-être des modifications peut-être dans les listes ou dans les candidats. Je ne sais pas si vous avez eu ce cas-là, Eric. D'abord, ça n'a pas été jugé, mais le fait que vous pouvez, ce qui a été considéré dans le passé, c'est que si j'ai un candidat qui n'est pas dans la tête de liste entre les deux tours, ça n'annule pas l'élection.
Ceux qui ont le problème, c'est que avant on remontait d'un cran, et puis le fait que vous avez deux noms en plus vous permet en plus de remonter, puisque comme dans les communes de 1000 habitants et plus, on a la possibilité d'ajouter deux noms par rapport au nombre de sièges à pourvoir sur les listes. Donc, si vous êtes au stade du dépôt des listes, vous avez le droit de changer l'ordre. Donc, si j'ai des décédés et que j'avais ma marge de 2 personnes, bon, je m'en sors. Par contre, il faudra quand même intervertir et changer pour respecter l'organisation Shabada des listes. Je fais toujours sur les 1000 habitants et plus. Hein. Moins de 1000 habitants, la liste peut être incomplète. On ne se pose pas de questions. Si j'ai des décès et que je n'ai plus ma marge de 2, alors là, je vais m'en sortir au stade des fusions. Mais sinon, je peux très bien demain avoir un bouleversement effectivement total et des difficultés. Je ne veux pas fusionner et j'ai plus mes listes complètes. On fait comment? C'est un cas inédit où ça a peut-être été jugé, mais je n'ai pas de référence d'arrêt en tête. Et pourtant, c'est des sujets que je travaille beaucoup. Mais là, je pense qu'on aura des problèmes. De toute manière, le Conseil d'État nous a bien dit, si on dépasse plus de 3 mois entre les deux, ça ne va pas. Ce qui veut dire aussi que quand on parle d'une élection en juin, on serait sur une élection mi-juin, pas beaucoup plus tard. Donc voilà, donc des décès entre les deux, j'ai ma marge de 2, tant que c'est avant la date de dépôt des listes. C'est un des arguments qu'avait utilisé l'État aussi en disant, vous savez, avec la crise qu'on va affronter, il peut y avoir des décès, laissez du temps avant de déposer les listes. Hein. Voilà. Maintenant, encore une fois, ça va se régler dans beaucoup d'endroits par des fusions de listes. Ouais, ok. Une question justement sur des agents qui sont mobilisés dans le cadre du plan de continuité des activités en raison du Covid. Des agents sont mobilisés physiquement et ne sont donc pas confinés. En cas de continuation grave liée au Covid-19, est-ce que les agents en arrêt seront placés dans quel type de maladie, ordinaire ou autre? A priori, j'avais essayé de répondre à ça tout à l'heure en disant, a priori, on est, confinement simple, on est en autorisation d'absence. On est, excusez-moi, mais j'ai un enfant à côté. Confinement simple, donc on est en autorisation d'absence. Congé maladie avec suppression de jours de carence sinon. Sur des maladies graves, oui, on va passer dans les régimes habituels, ce qu'on appelait avant le congé médical spécial, etc. Mais rien d'anormal, rien que du très classique. Sur ce point précis, on s'attend à avoir des informations dans les 2 ordonnances fonction publique qui nous sont annoncées comme étant relativement imminentes. Alors j'ai une question, je pense que vous êtes bien placé pour répondre aussi. Quel est le volume des recours déposés en vue de l'annulation des élections dont les résultats sont acquis au premier tour? Est-il envisageable qu'elles soient annulées in fine? Alors, plusieurs remarques. Une première remarque, je ne l'ai pas évoquée tout à l'heure, mais parce qu'en 1 heure et quelques, je ne pouvais pas tout dire. Vous savez que le délai de recours électoral habituel est donc de 5 jours. 15 jours pour le préfet, 5 jours pour les autres requérants. Mais ce délai vient d'être, par ordonnance du 25, une des ordonnances du 25, reporté à juin. 5 jours après la date qui sera fixée par le décret pour l'installation. Bon, sans doute. Il y a un petit débat sur la rédaction précise, mais c'est reporté à juin. Donc, premièrement, le délai de recours électoral, si vous avez laissé passer pour le recours électoral, ça s'appelle une protestation en matière électorale, votre protestation, vous aviez un premier délai de 5 jours à compter donc du premier tour. Si vous avez laissé passer cette chance au grattage, vous aurez une deuxième chance au tirage en faire un recours jusqu'à juin. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de contentieux électoraux? Nous n'en avons pas vu beaucoup passer, moins que d'habitude, beaucoup moins que d'habitude, puisque on est en défense sur quelques affaires, on en demande sur quelques affaires, mais on n'est pas sur les dizaines et dizaines d'affaires qu'on a tous les 6 ans. On a eu quelques-unes. Bon, très bien, hein, c'est pas… Contentieux électoral, c'est très amusant, mais on manque pas de boulot, donc voilà. Mais
on manque de boulot payant. Mais on a là-dessus d'autres indications qui nous indiquent des contentieux forts. Le tribunal administratif de la Guyane, qui a un site internet qui est assez remarquable, a signalé que 50, alors il n'y a pas beaucoup de communes en Guyane, hein, 50% des communes guyanaises avaient donné lieu à un recours électoral, disons. Bon. Et en même temps, nous, ce qu'on voit, il y en a plutôt peu. Mais on a jusqu'à juin. Alors vous allez me dire, mais peut-être que justement, la question va se poser de savoir si les conditions consistant à faire tenir un premier tour dans des conditions de début de pré-confinement, mais en tout cas de conditions sanitaires à tout le moins inquiétantes, conduisant à des taux d'abstention élevés, est-ce que ça ne serait pas un super moyen de contentieux électoral? Bah, nous, on a toujours dit non aux quelques personnes qui nous ont posé la question en disant « Ah tiens, on a un contentieux électoral à vous donner. Le moyen de recours, c'est le seul, c'est le fait qu'on était avec une altération de la sincérité des scrutins parce qu'on était en période d'inquiétude des gens. » Le juge a toujours refusé de prendre en compte les paramètres de ce type-là comme ayant influencé la participation. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de jurisprudence là-dessus. Mais j'y crois pas. D'accord. Maintenant, si vous êtes dans un cas très particulier, qu'on a gagné avec 3 voix de majorité et que vous avez une participation de 25%, alors que d'habitude elle est de 70%, là, ça peut peut-être se tenter. Mais le juge va aborder ça avec beaucoup de réticence. Et les quelques formulations sur le caractère suffisant des mesures mises en place par l'État et le calendrier mis en place par l'État dans l'ordonnance que j'ai déjà citée, donc du 22 mars, vont dans le sens de la défense et pas de la requête. Par ce moment, j'ai constaté qu'il dit bon, non, c'est bon, vous avez assez fait et assez vite. C'était pas sur l'électoral. Enfin, vous voyez bien qu'en contentieux électoral, ça serait utilisé en défense pour dire bah non, par exemple, je vais le conseiller d'État qui dit que tout allait bien, c'est que tout allait bien également sur ces mesures-là, la vie, et voilà, y compris l'électoral. Deux autres questions qui ont vraiment entré à l'exercice là dans les prochains jours, prochaines semaines. Est-ce qu'un conseil municipal peut voter des primes pour certains de ses agents, notamment la police municipale par exemple, mais ça pourrait être d'autres? Ça serait bien pour les 10 policiers. La question c'est est-ce qu'il peut le faire, quoi? Est-ce que je peux me réunir? La réponse est oui, mais attendez le décret pour pouvoir vous réunir à distance. Est-ce que je peux le voter? Je ne peux pas inventer de nouvelles primes sauf celles auxquelles ont le droit les agents de l'État. Donc, soit je trouve à me caler sur des régimes qui existent pour travaux supplémentaires, RIFSEP, etc. Soit je vais voir ce qui va être prévu par les fameuses ordonnances à venir. Voilà. Donc, il va falloir surveiller le texte. Il faut que je les vote. Et là, on va bientôt pouvoir le faire à distance, autant en profiter. Deuxième chose, soit je me cale sur ce à quoi ont droit les agents de l'État, il faut regarder si je trouve un biais, soit les outils qui existent, RIFSEP, etc., soit, enfin, je le vois mal, mais bon, après, vous allez me dire, oui, mais je ne vais pas consulter le CT. Bah, oui, mais bon, formalité impossible, et qui va attaquer ça, hein, bon. Dernière hypothèse, encore une fois, regardons ce qui est prévu par les ordonnances. Enfin, c'est une affaire de jours maintenant. Ça serait évidemment légitime. Maintenant, la réalité, c'est que, sans faire de faux du tout, le simple usage des heures supplémentaires conduira à beaucoup de choses. Ok. Alors, en tant que nouvel élu, que pouvons-nous faire si les élus en place n'agissent pas pour faire face à la crise? Donc, en gros, l'ancienne équipe en place ne fait pas le job, quoi. C'est sûr que pour une équipe qui vient d'être élue, voir les anciens élus qu'on vient de battre aux commandes faire du bon travail ou du mauvais travail, en général, quand on était opposant, on pensait que c'était un mauvais travail, c'est sûr que ça doit être un peu agaçant. Bon. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est alerter la population, faire le jet de preuve, en parler dans les médias, non pas pour prolonger le combat électoral, mais pour alerter. Et puis surtout, demander au préfet d'utiliser son pouvoir de substitution. C'est-à-dire que le préfet peut agir d'une manière générale pour les pouvoirs de police quand le maire est en carence,
Et il a des pouvoirs de réquisition et d'action et de substitution qui sont énormes dans le cas de l'état d'urgence sanitaire. Donc, contacter le préfet. Alors, évidemment, si ce sont des broutilles, n'allez pas embêter le préfet qui, dans un monde en ce moment, ne doit pas beaucoup dormir, ou alors il fait mal son boulot, sur le fait que la balayeuse n'est pas passée le mardi matin comme tous les jours, quoi. Enfin comme c'était prévu. Bon, mais si on est sur des choses graves, jouer les médias, la population, mais le pouvoir de substitution du préfet. Mais il n'y a pas de système de destitution, il n'y a pas de système permettant de remplacer le maire ou d'agir en carence. Dans le cas des nouveaux élus, pensez aussi à regarder l'interco, parce que l'interco a un certain nombre de pouvoirs et parfois vous aurez des choses qui relèvent en réalité de l'interco et c'est à l'interco d'agir et on peut les contacter et ils seront sensibles à avoir des bonnes relations avec le futur élu, futur membre du conseil communautaire ou métropolitain que vous êtes. Alors, il y a des questions qui traitent sur les congés, la rémunération des agents, les RTT, par la période qui vient. Là, d'une part, moi j'ai un associé qui s'occupe de toutes les. J'ai une équipe de 5 personnes qui fait la fonction publique toute la journée. Mais d'abord, moi, je ne serais pas forcément le mieux pour placer ça. Et surtout, en droit du travail, on a prévu des réorganisations de RTT, des réquisitions des agents, enfin beaucoup de choses qu'il est question d'étendre à l'occasion de ces ordonnances à la fonction publique, mais pour lesquelles on a plus de questions que de réponses. Donc là, vraiment, vous savez quoi la réponse à ça? Organiser une autre webconférence à distance avec mon associé Guillaume Lénard dans les jours qui viennent, qui suivront l'ordonnance. Là, ça, c'est la bonne réponse. Oui, on va réfléchir à faire un point de sujet, enfin, une autre webconférence sur les aspects purement RH, parce qu'il y a suffisamment de quoi faire là-dessus, quoi. OK. Alors, j'avais une dernière question. Enfin, on a d'autres questions, mais là, je vois le temps tourne, il est 15h34. La question m'arrangeait bien pour les autres choses que j'ai à faire cet après-midi. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, alors, il y a une question qui est un peu particulière, un peu spécifique, mais celle-là, maître, je propose que vous si vous pourrez répondre dans un temps différé parce qu'elle concerne vraiment qu'une personne et elle n'intéresse pas forcément l'ensemble des personnes présentes. Mais par contre, j'ai juste abordé un point qui est lié au droit de retrait. Une personne qui cite un cas qui dit voilà, j'ai un agent communal qui est en charge de l'entretien des chemins et qui exerce son droit de retrait. Le médecin du CDG sollicité a dit qu'il pouvait tout à fait travailler compte tenu des spécificités de son poste parce qu'il n'est pas en contact avec la population et toutes les mesures sanitaires pour respecter les gestes barrières sont à disposition. Est-ce que si cette personne n'a pas un travail qui implique une activité collective, franchement, il y a. Oui. Enfin, non, on n'est pas dans un cadre de retrait. Enfin, les cas de droit de retrait ou pas de droit de retrait ne donneront que rarement lieu à des réponses tranchées, parce que la réalité, c'est que pour connaître les cas de droit de retrait, il faut connaître bien les modes de contamination de cette cochonnerie, et on ne les connaît pas très bien. Mais là, on est certain que quand je suis à des dizaines de mètres des populations, j'ai vraiment aucun risque, quoi. Donc là, non, oui, droit de retrait là-dessus me semble, comment dire, exagéré. Après, ça traduit peut-être un stress de la part de cette personne qu'on peut comprendre et traiter, mais ça semble très exagéré. Ouais, ok. Très bien. Je vous propose, je sais qu'il y a quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre, mais malheureusement, on n'a pas toute l'après-midi et voilà. Mais par contre, les questions sont le terreau de la prochaine webconférence. C'est super. Non, par contre, les questions, alors sachez-le pour l'ensemble des personnes présentes, on les a donc à disposition. Et sur quelques-unes, je verrai avec Maître Lando dans quelle mesure il est capable d'y apporter une réponse, en tout cas dans la limite de ce qui est possible de faire, sans que ce soit bien évidemment un conseil juridique, mais juste, on va dire, une indication, un avis. Voilà. Depuis 15 jours, à chaque fois que j'ai plus de 5 ou 6 questions qui me sont posées, c'est qu'il y a un volume et je finis par faire un article de blog. J'en suis à, je sais plus, une centaine d'articles. Tout à fait, votre blog est bien alimenté, ouais, tout à fait.
Déjà, je voudrais vous remercier, Maître Ando, d'avoir consacré du temps à la Elisabeth. préparation et à l'animation de cette webconférence. Hein. C'est quelque chose qu'on a voulu organiser rapidement pour pouvoir permettre à chacun d'essayer de se retrouver dans l'avalanche de textes on va dire, qui arrivent. Et ce n'est pas terminé, hein, vous l'avez signé, on entend encore d'autres éléments. Restez à l'écoute tous du coup de communication, parce que on va voir dans quelle mesure on peut organiser un certain nombre d'autres webinaires de ce type-là dans les prochains temps. On a prévu de l'organiser la semaine prochaine sur tout ce qui est plan de continuité de service. Et donc, comment on sort de cette crise également. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va organiser normalement fin de semaine prochaine. Avec un DGS qui a mis ça en place, donc du coup, qui pourra faire un retour d'expérience sur sa pratique. Et puis, Maître, ben, écoutez, voilà, comme on dit, on reste en contact, et comme on fait déjà actuellement. Voilà, et à tous, je vous invite aussi à rester attentifs à nos communications sur la ELU Academy que nous allons lancer dans les prochains jours, dans le cadre de Maître Lando intervient, et qui sera aussi un élément, peut-être au moins, permettre à vos élus j'aimerais dire quelque part, aussi de profiter de cette période-là qui est très particulière pour éventuellement aussi monter en compétences et faire en sorte que du coup les collectivités puissent redémarrer de manière performante quand ce sera le moment de redémarrer, parce que le redémarrage, ce sera un temps aussi très dense, hein, puisque là c'est très dense parce qu'on a plein tous de problèmes à régler, mais quand ça va revenir à normal, on va avoir aussi une avalanche de choses à gérer, et ce ne sera pas le moment de se poser trop de questions. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.